dans l'instabilité, dans la peur, la non-unité, tout simplement. Donc, je pense que ce qui s'est passé en 2011 avait donné beaucoup d'espoir, en tout cas pour le Maroc, qui a connu un mouvement assez important, le mouvement du 20 février, dont on va célébrer c'est-à-dire l'anniversaire dans quelques jours. Il y avait un espoir d'instaurer un état de droit, d'instaurer au moins un minimum de respect des libertés et des droits. Ce qui a été le cas en Tunisie, j'en ai parlé. En Algérie, le Hirak est venu un peu plus tard, mais qui a aussi donné beaucoup de sacrifices pour un état de droit en Algérie, pour la démocratie en Algérie. Je crois que en Mauritanie, la situation est un peu différente, mais il y a aussi un grand mouvement de droits humains, beaucoup de luttes surtout contre la situation économique, contre des problèmes culturels qui persistent et qui entravent les droits et les libertés. Donc la Libye, évidemment, c'est une situation un peu spéciale vu la guerre civile, vu l'absence d'un État pour le moment, mais actuellement, donc, pour ce qui est important pour moi actuellement, c'est que la réalisation de l'intégration maghrébine fait partie intégrante du projet démocratique dans chaque pays. Donc, moi, je suis convaincue que la persistance des régimes autoritaires actuels bloquera toute tentative de rapprochement des peuples maghrébins parce que ces régimes ont peur des peuples unis, des peuples conscients, des peuples organisés. Donc, c'est là où, encore une fois, donc, je disais que le conflit du Sahara est instrumentalisé et instrumentalisable car ça crée un faux nationalisme, encourage des discours chauvins, des discours haineux, qui aussi utilisés comme une couverture pour c'est-à-dire légitimer, si on peut dire, tout l'argent qui va dans le militarisme, dans les dépenses militaires, etc., qui est en lui-même une couverture en tout cas pour le Maroc, d'une grande dilapidation de l'argent public, d'une grande dilapidation des biens publics. Donc, ceci, pour moi, il est très lié. Donc, la lutte des forces démocratiques dans la région maghrébine pour la démocratie dans chaque pays, ça va en parallèle et c'est très lié avec la lutte de ces forces démocratiques pour un Maghreb uni. C'est pour ça qu'il faut ces Hirak qui sont actuels, ces Hirak qui sont qu'on voit comme différentes d'un pays à l'autre, mais en fait il y a beaucoup de similitudes, beaucoup d'espoirs communs, beaucoup d'objectifs communs. Donc, il est temps donc de chercher des moyens des stratégies de lutte commune pour les trois pays, pour l'ensemble des pays du Maghreb, pas seulement les trois pays. Actuellement, dans la région, on voit qu'il y a de nouvelles menaces, il faut le dire, suite à la normalisation, ce qu'on appelle la normalisation des relations entre le Maroc et l'État sioniste. Moi, je parle de plus qu'une normalisation, on peut dire c'est entre guillemets une invasion, puisque actuellement les accords entre le Maroc et l'État sioniste atteignent des secteurs très sensibles tels que les accords militaires. Donc on est dans une situation qui met devant nous en tant que mouvement de droits humains marocain, mais aussi maghrébin, puisque l'instabilité de notre région, ça touche toute la région, c'est-à-dire l'instabilité du Maroc ou des frontières maroco-algériennes, ça touche la stabilité dans toute la région. Donc, c'est une nouvelle menace on doit aussi mettre en place des moyens pour la limiter, pour militer contre cette tentative donc d'imposer ces accords, d'imposer cette nouvelle situation contre le peuple marocain qui essaye par ces moyens de s'opposer à ça, de dénoncer, mais c'est aussi un sujet qui concerne tous les peuples de la région. Donc, actuellement, donc, il est temps. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup d'espace d'échanges et de luttes maghrébines, parce qu'il y a le Forum social maghrébin, il y a eu des collectifs, des ONG de droits des femmes, il y a aussi des unions syndicales de la région maghrébine. Donc, il y a énormément d'espace, mais je pense qu'il est temps
de réactiver tous ces espaces, de réactiver tout ce qui peut s'engager dans une lutte contre toutes les entraves qui actuellement s'opposent à ce rêve, à cet espoir des peuples du Maghreb de se retrouver dans un espace uni, pas nécessairement sans frontières comme on le souhaite à la Modèche, mais on peut déjà espérer qu'il y ait donc des forces démocratiques qui puissent c'est-à-dire mettre en place des États de droit, des États démocratiques qui répondent aux aspirations, qui répondent aux besoins des peuples. Et parmi ces besoins, justement, c'est de se retrouver dans un espace où il y a coopération, où il y a moins de conflits, où il n'y a pas de conflits, où on peut se retrouver dans des États démocratiques. Actuellement, donc, c'est pour le mouvement des droits humains. Je rappelle donc notre mot d'ordre qui peut être utilisé ou c'est-à-dire adopté par l'ensemble des forces démocratiques. Je crois qu'ils l'adoptent déjà, le fait d'agir, de travailler, de mettre toutes nos forces pour un Maghreb sans frontières, un Maghreb uni, un Maghreb des peuples où les droits et les libertés sont respectés. Et donc, je reviens sur mon idée principale, c'est les peuples de la région doivent disposer d'eux-mêmes. Tant que ce droit n'est pas accessible par nos peuples, par nos forces démocratiques de la région, il est difficile de parler d'une possibilité d'intégration maghrébine. Sinon, ça sera l'intégration, si on peut dire, des régimes qui, malgré tous les conflits apparents, ils ne cessent de coordonner, de se mettre ensemble quand il s'agit des ministres de l'Intérieur, quand il s'agit des forces de répression. Ils se mettent ensemble, ils coordonnent pour réprimer leur peuple. Donc, il est temps que les forces démocratiques réagissent, parce que, surtout vu les menaces actuelles et les nouvelles menaces de la région, il est temps que toutes les forces démocratiques se mettent ensemble, qu'on utilise et qu'on utilise tous les espaces qui sont déjà là, et qui n'agissent pas comme il faut, parce que le Forum social maghrébin est presque, on ne le voit plus, il est absent en ce moment où on a besoin d'actions communes, d'espaces d'échange et d'espaces d'action collective. Également, tous les autres espaces, tous les autres collectifs, tous les autres c'est-à-dire réseaux, il est temps de faire un effort pour réactiver tous ces réseaux et de se mettre ensemble aussi pour être au niveau des menaces qui sont devant nous. Donc voilà, je me contente de ça. Peut-être par la suite, on peut réagir sur les questions qui vont être posées ou les questionnements qui vont être discutés par mes camarades, mes collègues. Merci. Merci Khadija pour votre intervention qui est très riche, et sans plus tarder, je vais donner la parole à Khaled Drarni, donc journaliste et ex-détenu politique. Donc à vous la parole, Khaled. Bonjour, merci d'abord de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être parmi vous. J'allais dire d'être parmi des Maghrébins libres, Ahrar. Ça fait toujours plaisir de découvrir vos expériences et de voir qu'il y a des hommes et des femmes comme vous, contrairement aux discours officiels qui sont servis aussi bien par les médias algériens que par les médias marocains, qui, comme vous l'avez dit, Khadija Biardi, sont parfois des discours de haine qui exploitent toutes les expériences, que ce soit le football, que ce soit la crise diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, pour un peu déverser ces discours de haine entre les Algériens et les Marocains. Et je pense que rien ni personne ne peut en fait porter atteinte à cette relation historique et populaire qui a existé, qui a toujours existé. Moi, je suis profondément maghrébin, je suis fier d'être maghrébin, et je suis fier de voir que le combat pour les libertés au Maghreb ne s'est pas arrêté et n'est pas prêt de s'arrêter. Vous l'avez dit, pour votre pays, le Maroc, la situation est aussi difficile en Algérie. Sur la question des libertés, sur la question des droits de l'homme, sur la question des droits des journalistes, parce que moi je me bats avec acharnement pour la liberté de la presse dans mon pays, pour la liberté des journalistes, que ce soit en Algérie ou même au Maroc, puisque je suis très, très actif et très engagé dans la campagne
pour le soutien et la solidarité avec Omar Radi et Slimane Raissoumi, parce que j'étais un détenu d'opinion et parce que je sais ce que ça veut dire être journaliste en prison pour ses convictions, pour ses écrits et pour ses engagements. Aujourd'hui, il y a 4 journalistes qui sont en prison en Algérie. Mohamed Mouloudj, Hassan Bourras, Abdelkrim Zghilish et Merzouk Touati. Certains ont été condamnés, comme Merzouk Touati condamné à 1 an de prison ferme. Son procès en appel sera programmé dans quelques semaines. Les autres sont toujours sans procès, que ce soit pour Mohamed Mouloudj, pour Hassan Bourras ou pour Abdelkrim Zghilish. Des journaux électroniques sont bloqués. Des dizaines de journalistes sont sous contrôle judiciaire, judiciairement poursuivis ou interdits de quitter le territoire national. Et il y a des attaques permanentes contre la presse qui continue de critiquer les autorités. Parce qu'il faut comprendre que le rôle d'un journaliste n'est pas seulement de parler des trains qui arrivent à l'heure, mais c'est aussi de dire ce qui ne va pas et de parler de ce qui ne va pas. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de journaux en Algérie, papier, j'entends par là, qui continuent de critiquer les décisions prises par le gouvernement. Il reste Liberté et El Watan, 2 journaux francophones qui ont subi une dernière attaque du ministre de la Communication aujourd'hui, mardi, qui a dit que ces journaux avaient une vision trop négative, en oubliant qu'un ministre de la Communication n'avait pas le droit de s'immiscer dans la ligne éditoriale d'un journal ou de dire ce qu'un journal doit écrire ou ne pas écrire. Nous sommes à quelques jours, vous le savez très bien, du 3e anniversaire du Hirak en Algérie, le 22 février 2019, et l'ambiance générale est délétère. Et nous avons constaté qu'il y avait une ambiance très différente de celle de l'année dernière. Ça veut dire que l'année dernière, à quelques jours du 2e anniversaire, le président avait décidé de prendre des mesures d'apaisement qui se sont concrétisées par la libération d'une 60aine de détenus d'opinion, dont moi, et Rachid Mekez et bien d'autres. Cette année, nous sentons que c'est tout à fait le contraire qui se produit parce que les arrestations se poursuivent tous les jours. Les dernières se sont produites hier. Un militant du Hirak a été arrêté, placé en garde à vue aujourd'hui, comme une manière de faire peur aux gens et de les inciter à ne pas sortir le 22 février 2022. C'est vrai qu'il y a un climat de peur qui s'est installé par rapport aux années précédentes, un véritable climat de peur. Les gens ont peur tout simplement d'aller en prison parce qu'il est devenu très facile en Algérie d'arrêter les gens, de les présenter devant le procureur, de les inculper et de les emprisonner, ce qu'on appelle le fameux mandat de dépôt, c'est-à-dire la détention préventive qui s'est généralisée de manière incroyable en Algérie. Ça veut dire que la règle de la détention préventive, c'est de mettre en prison les gens dangereux qui risquent de s'enfuir et qui menacent le pays. Aujourd'hui, on place sous mandat de dépôt un journaliste, un chef d'entreprise ou un manifestant ou quelqu'un qui écrit des critiques sur Facebook. C'est le cas aujourd'hui. Nous avons explosé le nombre de détenus d'opinion. Il est de plus de 340 aujourd'hui. C'est le chiffre le plus important depuis le début du Hirak il y a 3 ans, plus de 340 détenus d'opinion, parmi eux 4 journalistes, un chef de parti politique agréé et reconnu, Fathi Rarès, un président d'association, Lamine Marnin, énormément d'étudiants, beaucoup de militants, des avocats, un avocat, en l'occurrence de TBSA, Aslan Abdelraouf. Donc aujourd'hui, et évidemment, un autre scandale, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de professeurs d'université. Certains sont en prison et d'autres sont sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire, ça veut dire se présenter une fois par semaine au tribunal pour signer devant le juge d'instruction. Et le contrôle judiciaire a ses conditions, ne pas quitter le territoire et parfois même ne pas quitter le territoire de la capitale, comme c'est le cas pour le journaliste Ihsan Qadi, qui n'a pas le droit de quitter le territoire de la wilaya d'Alger. C'est pour vous dire qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dans les conditions du contrôle judiciaire. Mais il y a un espoir, et il doit toujours y avoir un espoir. Moi, je suis optimiste, je reste optimiste. Déjà, je suis optimiste quand je vois qu'il y a
des hommes et des femmes du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie qui continuent de parler de la situation dans leur pays, de la nécessité d'aller de l'avant, de démocratiser. En fait, ce que nous n'arrêtons pas de dire aux autorités, c'est qu'il est dans l'intérêt de tout le monde qu'il y ait en Algérie une presse libre et indépendante. C'est dans l'intérêt de tout le monde qu'il y ait en Algérie un respect des libertés publiques, un respect de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté d'entreprendre aussi. C'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt des Algériens, c'est dans l'intérêt des autorités vis-à-vis de la communauté internationale. Mais nous avons compris que nous sommes arrivés à un point où l'image de l'Algérie à l'extérieur n'intéresse pas trop les autorités. Ce n'est plus comme avant où c'était extrêmement important, où les autorités effectivement donnaient de l'importance à cela et prenaient même des décisions pour éviter des critiques de l'étranger. Vous l'avez vu, il y a des détenus d'opinion en Algérie, il y a eu plusieurs résolutions du Parlement européen, il y a eu quelques interventions de l'étranger, mais ça n'a dérangé personne. Il y a une feuille de route qui est suivie et qui doit être appliquée coûte que coûte. Mais moi, je considère que nous devons agir de manière d'abord pacifique, de manière ordonnée, et surtout agir avec intelligence. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire quelque chose ou de faire quelque chose qui conduirait les gens en prison. Vous savez que les personnes qui souffrent le plus quand il y a des détenus d'opinion, c'est les familles. Et aujourd'hui, je suis conscient qu'il y a plus de 340 familles en Algérie qui souffrent tous les jours de voir leurs enfants en prison. Je vous donne l'exemple de la dernière personne qui a été arrêtée hier, c'est Nasser Debari. C'est un jeune militant des droits de l'homme qui a déjà son frère qui est en prison. Il s'est rendu hier au tribunal pour signer son contrôle judiciaire et il a disparu. Il a disparu hier à la mi-journée. Aucune nouvelle de lui toute la journée. Aucune nouvelle de lui aujourd'hui toute la matinée. Ses parents ont fait le tour des commissariats, le tour des hôpitaux. Aucune information. Ce n'est qu'il y a environ 2 heures que nous avons appris que Nasser Debari a évidemment été arrêté et placé en garde à vue dans un commissariat à Alger. Nous ne connaissons pas les raisons, mais c'est pour vous dire que lorsque une personne est arrêtée aujourd'hui, la police prend tout son temps pour la laisser contacter sa famille, ce qui est contraire aux règles, aux conventions internationales signées et ratifiées par l'Algérie. Donc aujourd'hui, que faire ? Moi, je parle toujours en tant que journaliste et c'est important pour moi de parler en tant que journaliste parce que la profession en Algérie vit des moments extrêmement critiques, extrêmement difficiles, que ce soit pour les journalistes indépendants, que ce soit pour les journaux électroniques, que ce soit pour la presse papier qui souffre énormément. Vous savez que les journaux indépendants, les journaux qui critiquent les autorités sont privés de publicité. Alors, ils sont privés de publicité étatique, donc l'agence publique ne leur donne pas de publicité, et ils sont privés de publicité des opérateurs privés parce que ces derniers ont peur, tout simplement, de donner de la pub à un journal. Ils ont peur de subir des représailles pour avoir donné de la pub à un journal comme Al-Watan, comme à Liberté, qui ont déjà licencié, qui ont fait des plans sociaux, et pour certains disent qu'ils pourraient même disparaître d'ici quelques mois. La presse est en danger en Algérie. Et pourquoi c'est dangereux ? Parce que la presse est le symbole de la liberté. La presse en Algérie a beaucoup résisté ces dernières années. Elle a résisté déjà pendant les années du terrorisme, la décennie noire, où plus de 100 journalistes ont été lâchement assassinés. Et la presse est en train de souffrir aujourd'hui parce qu'un journaliste en Algérie aujourd'hui n'est pas du tout protégé. Alors avant, la carte de presse nous protégeait vraiment. Aujourd'hui, elle ne nous protège pas du tout. Aujourd'hui, un journaliste est considéré comme tout le monde, on peut l'arrêter comme on veut. Au contraire, on vous arrêtera parce que vous êtes journaliste. Et on vous mettra en prison parce que vous êtes journaliste. Et bien sûr, on trouvera toujours des raisons pour dire que vous n'êtes pas journaliste, comme c'était le cas pour moi. Et on trouvera toujours des raisons pour vous dire que vous n'êtes pas en prison pour votre activité journalistique. Et pour vous donner un petit florilège, le cas du journaliste algérien Rabah Karesh, journaliste du quotidien Liberté, qui a passé 6 mois en prison, 6 mois, entre avril et octobre, pour avoir écrit sur le Sahara algérien, sur la région chez nous. Et pourquoi il a passé 6 mois en prison ? Parce qu'il a écrit des articles qu'il a partagés après sur Facebook. Donc, officiellement, il n'est pas poursuivi pour un délit de presse,
mais pour diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'a fait que partager le même article qui est sorti dans le journal sur les réseaux sociaux, parce que, comme vous le savez, dans la constitution algérienne, le délit de presse n'est pas passible de prison. Donc, on trouvera toutes les autres raisons pour pouvoir vous mettre en prison. Sinon, pour le reste, je reste confiant en l'avenir parce que je sais que les Algériens veulent et voudront toujours vivre dans un pays libre. Nous avons prouvé par le passé que nous sommes un peuple qui ne pouvait pas ne pas être libre, ne pas vouloir demeurer et rester libre. Et je pense que le combat est encore long, que ce soit pour les journalistes, pour les écrivains, pour les Algériens lambda, pour l'édification d'un État libre et démocratique. Et je pense que ça se fera un jour ou l'autre. Et je pense que c'est très important aussi que ça se fasse dans un cadre maghrébin. C'est très important pour nous, journalistes algériens, marocains, tunisiens, de montrer et de démontrer que nous sommes et que nous resterons unis et que nous devons rester unis pour le bien-être de nos pays et de notre région, malgré tous les discours politiques haineux dans lesquels on ne se reconnaît pas et dans lesquels on ne doit pas se reconnaître. Merci Khaled pour votre intervention qui met en lumière et montre le degré de répression que subit le peuple algérien. Alors devait nous rejoindre Driss Aradi et malheureusement il n'a pas pu nous joindre. Je ne sais pas, peut-être un problème technique comme celui que nous avons eu tout à l'heure. Aussi devait être avec nous Tarek Benhiba qui s'est excusé pour cause de maladie, ne lui souhaitant donc un prompt rétablissement. Et du coup, je vais passer au prochain intervenant, Monsieur Foued Abdelmoumni du Maroc. Bonsoir Foued. Merci pour votre initiative que je salue. Merci à l'ensemble des intervenants dont j'ai beaucoup apprécié et la qualité des informations et l'ampleur de l'engagement et l'esprit d'entente, de cohésion et de gestion des divergences dans un esprit de respect mutuel et de recherche d'avancées collectives et non pas de dénigrement ou de confrontation grave. Je voudrais commencer par deux digressions sur les interventions qui ont précédé. Khadija nous a exposé ce qu'est la CMODH, ce qu'elle fait depuis 2006, et c'est une organisation qui mérite vraiment d'être saluée. Je constate qu'un des intervenants de cette journée, qui certainement n'est pas très peu informé comparativement à la moyenne de nos concitoyennes et concitoyens, appelait de ses voeux des initiatives de ce genre. Ça veut dire qu'elle n'est même pas connue dans les milieux engagés dans lesquels nous baignons. Et je pense que s'il y a quelque chose à faire avant de lancer de nouvelles initiatives, c'est d'abord de faire connaître l'existant et de le consolider et de l'appuyer et d'en faire le porte-étendard de ce Maghreb que nous appelons de nos voeux. La deuxième digression est sur les anniversaires. Khalid Drerni nous a dit que nous sommes à la veille du 3e anniversaire du Hirak algérien et qu'il y a de nombreux, des centaines de détenus politiques, dont 4 journalistes, et qu'il y a très peu de journaux indépendants capables de critiquer le pouvoir en Algérie. Je veux simplement dire qu'au Maroc, nous n'avons plus de journaux autorisés à
ou capables de critiquer le pouvoir et de journaux papier. Et le seul espace où se réfugie la parole libre est celui qui est hébergé par Internet. Je voulais aussi en profiter pour dire que parmi les nombreux journalistes qui sont en détention aujourd'hui sous des accusations absolument fallacieuses, voire kafkaïennes, il y a Tawfiq Bouachrin qui a été incarcéré exactement 1 an avant le début du Hirak en Algérie, qui va donc fêter la semaine prochaine son 4e anniversaire en détention, qui est condamné à 15 années de prison ferme et ont déjà été cités dans cette journée Omar Radi qui avait une nouvelle séance de son procès aujourd'hui, et c'est probablement ce qui a empêché son père d'être avec nous. Et il avait annoncé qu'il serait pris avec le procès. Et le Souleymane Rissouni, donc Omar, qui a été condamné en première instance à 6 ans de prison, qui est en procès d'appel aujourd'hui. Souleymane Rissouni, qui est aussi en procès d'appel après avoir été condamné en première instance à 5 années de prison. De nombreux éléments ont été dits aujourd'hui sur l'impérieux besoin de construire le Maghreb pour nos peuples. Je voulais juste attirer l'attention sur quelques éléments qui n'ont peut-être pas été suffisamment explicités. C'est que, en termes, quand beaucoup de gens se sont accordés à dire que nous ne sommes pas viables en tant qu'entité indépendante non intégrée économiquement, il faut dire qu'aujourd'hui, nous créons très peu de richesses, trop peu pour satisfaire les besoins essentiels de nos populations, et encore plus, beaucoup trop peu d'emplois. Nous avons des créations d'emplois dans chacun de nos pays qui représentent en moyenne le quart ou le tiers des nouvelles arrivées sur le marché du travail. Les jeunes qui arrivent à l'âge de travail en net sont très largement supérieurs aux postes qui sont nouvellement créés. Et donc, nous sommes réellement sur une poudrière. Cette poudrière est aujourd'hui fortement accélérée par le fait que nous ne sommes pas intégrés. Rien que l'intégration minimale commerciale, c'est-à-dire de venir à la moyenne des autres groupements régionaux de par le monde, d'après l'ensemble des études qui ont été menées, y compris par des institutions internationales et y compris par les autorités de nos pays, permettrait d'augmenter notre PIB de l'ordre de 2,1% par an. Si ça se rajoutait aux quelques points de croissance par an que nous avons aujourd'hui, ça serait un début de commencement de possibilité de démarrage. Si on y rajoutait le fait de couper simplement en deux la dépense militaire qui est occasionnée par la course à l'armement entre essentiellement le Maroc et l'Algérie, ça nous ferait probablement gagner 4 autres points de PIB. Si on rajoute à cela les économies d'échelle et les effets d'opportunité, les effets d'accélération que permettrait l'ouverture des frontières et la capacité qui avait été appelée de ses voeux par l'ex-président tunisien Marzouki en 2012 lorsqu'il avait appelé à ce qu'il avait appelé les 5 libertés pour les Maghrébins, la liberté de résidence, la liberté de circulation, la liberté de vote municipal, la liberté d'investir et, bon, ça me reviendra peut-être, mais la liberté de faire des affaires. Tout cela permettrait certainement de devenir une entité à plus de 100 millions de consommateurs, même avec une consommation relativement médiocre pour chacun de nos pays. Ça serait quand même une entité beaucoup plus présentable, beaucoup plus compétitive que celle que nous sommes aujourd'hui, beaucoup plus capable d'offrir un marché aux entreprises, beaucoup plus capable d'attirer des capitaux, beaucoup plus capable d'investir dans l'innovation, de trouver les complémentarités, etc. Alors, aujourd'hui, quid du Maghreb? Je pense que avant de réfléchir à la construction,
il faut d'abord parler des escalades. Je suis d'accord avec Khalid Drevni quand il dit qu'il est optimiste. Je le suis aussi et j'ai pleine confiance que nos peuples sauront un jour s'émanciper de tous les carcans et de toutes les contraintes qui leur sont imposées aujourd'hui. Mais ce un jour, non seulement risque de rester lointain si on n'y travaille pas, mais surtout risque d'être encore plus éloigné si une quelconque conflagration venait à éclater dans la région dans les jours qui courent. Et la course à l'armement qui s'est horriblement accélérée ces dernières semaines et ces derniers mois, avec tous ses à côté, y compris l'alliance militaire annoncée entre le Maroc et Israël, tout cela risque de nous mener à un engrenage, à un processus qui deviendrait incontrôlable et que personne n'aurait vraiment désiré, mais qui nous amènerait à toutes les horreurs auxquelles peut conduire la guerre. Et donc, je pense que avant de penser unification, rapprochement, ouverture, etc., il faut tout faire pour la désescalade. Et je pense que le forum dans lequel nous sommes aujourd'hui doit se multiplier, doit se renforcer avec toutes les autres initiatives qui ont été prises par ailleurs, et on doit vraiment ne pas sous-estimer ce risque et s'y consacrer de manière extrêmement forte. La deuxième chose que j'ai déjà esquissée tout à l'heure, c'est de valoriser, renforcer, capitaliser, médiatiser, dynamiser toutes les initiatives existantes, essentiellement au sein de la société civile, des sociétés civiles et de leur rapprochement. Khadija a cité tout à l'heure la coordination maghrébine des organisations des droits humains, elle a cité le Forum social maghrébin, elle a cité les coordinations syndicales et autres. Il existe aussi d'autres types de structures qui sont plus ou moins moribondes aujourd'hui dans le rapprochement du monde des affaires, des banques, etc. À mon avis, il y a lieu de tout faire pour donner une dynamique, une visibilité, une capacité d'entraînement à ce genre d'espace. Et enfin, le troisième volet serait élaborer un projet de création de l'espace maghrébin. Il est évident que nous n'allons pas simplement dire union, disparition des entités étatiques actuelles et remplacement par une nouvelle entité qui les engloberait intégralement de manière centralisée. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de préalables, mais ne pas lancer ce chantier de réflexion et l'agencer dans le temps et l'inscrire dans une stratégie et mobiliser autour reviendrait simplement à rester dans l'énonciation de principes, dans l'expression de rêves et non pas dans un projet réel, dynamique et qui serait en marche. Je pense que nous avons un besoin vital, pas seulement oui, ça serait bien, ça permettrait d'être un peu plus libre, etc. Non, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et encore plus peut-être la Libye et la Mauritanie, et quelle que soit la perception que nous avons par rapport au Sahara occidental, ne sont pas viables, chacun à son niveau. Il est absolument vital pour nos générations actuelles et futures que nous leur donnions un espace qui soit viable, et cet espace ne peut pas être autre qu'un Maghreb, une Afrique du Nord, une entité qui soit de au moins 100 millions de personnes qui ont des conditions concrètes de rapprochement et d'identification collective. Ce n'est pas un projet pour un jour, ce n'est pas un projet pour une conférence, mais j'espère que l'ensemble des présents, avec le nombre très important de personnes, de groupements, d'organisations et d'initiatives qui convergent vers ces objectifs, sauront travailler, se rapprocher, s'inscrire dans la durée et réussir ce que malheureusement nos générations actuelles et antérieures n'ont pas encore réussi, nous émanciper par rapport au chauvinisme, par rapport à l'état de non-droit, par rapport
à la prédation et l'accaparement des États et nous offrir un cadre viable pour nos peuples et pour notre région. Merci beaucoup. Merci Foued pour votre riche intervention. Donc on arrive au dernier intervenant. Je donne sans plus tarder la parole à Othman Benzaro. Et par la suite, on donnera la parole de 15 à 20 minutes pour la salle. Othman. Merci Linda. Alors, on a vécu pendant cet après-midi 3 moments importants. Un moment qui nous a rappelé ce qu'a été cette formidable histoire de la construction maghrébine, qui a commencé depuis des siècles. Je dirais, on ne va pas démarrer du mouvement national, puisque des tentatives, on peut remonter jusqu'à Massinissa, jusqu'à Sifax, on peut remonter aux Almohades, aux Almoravides. C'est cette volonté de construire peuple ensemble, union pour pouvoir, faire le bonheur de nos populations respectives est une vieille volonté. Et nous avons vécu dans le mouvement national aussi quelque chose de très exceptionnel. Dans, la construction du nationalisme, qui est un concept politique assez récent. Le nationalisme date du 19e siècle. Certains le font remonter un peu plus loin. Le nationalisme en Europe s'est créé sur, finalement, l'idée de créer des nations qui a généré, malgré tout, des conflits en Europe. Nous savons ce qu'a été des conflits territoriaux, ce qu'a été ensuite les guerres des guerres mondiales, puisqu'elles sont nées de l'Europe, mais elles sont devenues mondiales. Et ce nationalisme tel qu'il avait été traduit par, les concepteurs et sur lequel il y a beaucoup de littérature, dans le nationalisme maghrébin, ce qui est très remarquable, c'est que le nationalisme maghrébin, lui, ne s'est pas construit sur la confrontation entre les nations. Elle s'est bien au contraire construite sur la complémentarité, sur le travail en commun, sur le travail collectif. Ça a été le cas dans la revendication d'indépendance de nos pays respectifs. Et donc l'étoile nord-africaine, le PPA, l'Istiqlal, le Néo-Doustour ont travaillé main dans la main. Et nous avons rappelé tout à l'heure un petit hasard du calendrier. Ce n'était pas vraiment un hasard, puisqu'on avait choisi la date du 15 février pour faire rappel à la conférence du Caire qui s'était déroulée du 15 au 22 février 1947. Et donc, c'était une tentative de s'organiser pour réclamer l'indépendance et à ce moment-là a été posée la question de la lutte armée pour arracher l'indépendance des pays respectifs dans le cadre maghrébin. Et c'est très remarquable comment le nationalisme dans nos pays est d'essence maghrébine et s'est transformé après les indépendances en une autre chose. C'est quand même assez remarquable dans notre histoire, puisque tout de suite après les indépendances, nous avons eu une confrontation entre des ambitions territoriales, entre des ambitions politiques, entre des blocs qui se sont joués des alliances des uns vis-à-vis des autres pour pouvoir faire que finalement l'idée du Maghreb a été, oubliée après les indépendances nationales, avec quelques rappels, avec quelques volontés dans les années, fin des années 90 de remettre cette construction maghrébine au centre des enjeux de nos populations et de nos pouvoirs respectifs qui ne sont pas nécessairement toujours le reflet de la volonté de nos populations. Mais voilà, c'est quand même assez remarquable et j'aimerais vraiment que nous nous penchions sur pourquoi, après les indépendances, ces nationalismes qui étaient à la base des nationalismes de convergence entre les différents pays se sont transformés en des nationalismes de divergence et d'affrontement entre les différents États qui se sont constitués après les indépendances. On en a analysé, si Mohamed a analysé quelques aspects, si Farid a analysé quelques aspects, Morad aussi, tout le monde a essayé d'apporter une analyse de ce qu'a été les enjeux des indépendances et les interventions d'un certain nombre d'acteurs mondiaux dans cette
non-construction maghrébine. Ça n'explique pas tout, mais en tout cas, il faudrait que nous nous posions la question de comment remettre finalement le sens politique dans cette construction maghrébine et lui donner de la substance en termes très pragmatiques, comme le proposait C. Abdelmoumni, parce que en réalité, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix que de construire ensemble un avenir commun pour des raisons évidentes qu'a cité Sifoued, des raisons économiques, de notre incapacité à répondre aux besoins de nos populations dans la situation actuelle, dans les différents modèles de développement qui existent en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Libye, qui a vécu une déflagration géopolitique que nous connaissons, et en Mauritanie. Donc nous avons besoin de réfléchir, bien évidemment, à construire un avenir qui permette finalement de donner des espoirs, des projets de société et des projets de croissance, de développement à nos pays respectifs, et on ne peut le faire que la main dans la main. J'ai bien entendu le discours de C. Abdelmoumni qui disait il faut absolument définir un certain nombre de grands axes pour pouvoir faire la construction maghrébine. Bien évidemment, on ne peut pas y répondre avec du sophisme. Il faut y répondre avec des choses très concrètes. Et c'est vrai que l'axe économique, nous avons vu la construction politique en Europe, elle a commencé par la construction d'un espace économique en Amérique du Nord a commencé avec aussi une convergence économique. Ça a été aussi les démarches d'Amérique latine, ça a été un certain nombre de démarches en Afrique. Alors pourquoi nous, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, et en Mauritanie, nous avons cette difficulté à aborder les aspects économiques. Je pense parce que aussi, on ne peut pas, dans nos pays avec des pouvoirs fondamentalement autoritaires, autocratiques, rentiers, illégitimes, qui finalement se font fi des États du droit, que ce soit du droit des libertés les plus fondamentales, du droit d'exercer ses libertés d'expression, ses libertés politiques, ses libertés d'organisation syndicale, des libertés d'organisation de corporation, puisqu'on ne peut pas faire économie sans organiser les corporations, que ce soit dans les différents pans de la société et pans des secteurs économiques. Et donc cette liberté-là d'agir n'existe pas suffisamment. Nous avons des pouvoirs autoritaires qui nient toute autonomie à la société. Et donc, moi, je m'interroge sur quel serait le premier axe à développer. Est-ce qu'on peut finalement faire une construction économique sans réfléchir à une construction politique, c'est-à-dire en mettant les bases de ce que peut être la construction politique d'un avenir en commun. Et la construction politique d'un avenir en commun, je pense que chacun de nos camarades en a parlé, c'est d'abord de revenir au fondamental de la construction d'un État de droit, d'un État où le peuple exerce sa souveraineté sans contrôle sur la politique publique, sans contre-pouvoir sur les déviations des uns et des autres au sein des instances et des institutions. Et nous avons vu ces difficultés-là autant en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Et donc, la question politique est une question fondamentale à poser. Et donc, il est important que nous nous concentrions sur aussi quels sont les moyens de travailler sur cette question politique pour reprendre le flambeau des générations qui nous ont précédés, qui ont travaillé ensemble aux indépendances des pays respectifs, mais qui aujourd'hui, nous devons reprendre ce flambeau-là pour travailler non plus seulement aux indépendances nationales, mais à la souveraineté des peuples pleine et entière qui pourra s'exercer sur les États respectifs. Et donc, à partir du moment où elles s'exercent sur des États respectifs, elles ne peuvent aller que dans la convergence et dans l'intérêt collectif des populations de ces régions-là. Et donc, moi, je pense qu'il est fondamental que nous puissions, à ce moment-là, définir un certain nombre d'axes de réflexion sur comment faire politique, sur comment faire rapprochement entre les différentes organisations, les différentes instances de dialogue, de discussion. Il y a le forum social, il y a les organisations des droits de l'homme, il y a aussi un travail à faire au sein des corporations qui soient sociaux, c'est-à-dire les syndicats.
à travers des corporations, je dirais plutôt d'investisseurs, puisque on a besoin de faire une croissance et on a besoin de définir des règles du jeu économique qui permettent à tous de construire de la croissance et du développement dans notre pays. Et je pense que pendant on a fait une première introduction, je dirais une conférence introductive, mais il y en a eu plein d'autres dans le passé pour pouvoir essayer de remettre cette question au centre de cet formidable élan qu'il y a eu dans nos pays respectifs, puisque il est très très étonnant que nous avons démarré en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Libye, un formidable élan de changement, une formidable aspiration au changement des populations, et que la question de la construction maghrébine dans le cadre de ce changement-là n'a pas été suffisamment posée, et c'est quand même assez remarquable. Et on essaye, nous, dans le cadre du Hirak, de reposer cette question comme étant centrale dans la construction du changement dans notre région, d'autant plus que notre région, comme l'a souligné beaucoup de camarades, vit des interventions étrangères majeures, et que nous devons à ce moment-là trouver les voies et moyens de remettre du politique, de remettre de la souveraineté populaire, de remettre de l'intérêt commun, de remettre du projet collectif, non seulement dans le cadre national, mais dans le cadre régional, pour pouvoir aborder ce monde avec des armes suffisamment, je dirais, solides, et ne pas y aller de manière dispersée. Je pense que nous avons commencé tous ensemble un dialogue, un débat sur ce que peut être justement cette construction-là, et nous devons le poursuivre dans le cadre de cette volonté de changement qui s'opère dans nos pays respectifs. C'est pas facile. Nous avons vu le témoignage de Khaled Rani, nous devions avoir le témoignage de Driss Radi qui parlait de comment, pour toute critique ou tout commentaire qui ne va pas dans la propagande lédifiante du régime, ces régimes autoritaires dénient toute expression autre que celle qu'il porte lui-même par sa propagande lénifiante. Et donc nous avons un devoir d'arracher ces espaces de liberté d'expression, ces espaces de réflexion, pour pouvoir amener à imposer un point de vue dans la construction collective de notre avenir en commun. Et je pense qu'on ne peut pas attendre de nos pouvoirs qu'ils répondent aux aspirations des populations, tant ils sont, je dirais intrinsèquement construits sur leur chauvinisme respectif. Et donc, il faudrait que nos populations, nos peuples respectifs, à ce moment-là, prennent en main cette construction commune pour pouvoir faire développement commun, construction commune et avenir commun, et à ce moment-là, essayer de voir sur quels axes. Est-ce que on peut commencer par l'axe culturel? Est-ce qu'on peut commencer par l'axe scientifique? Est-ce qu'on peut commencer par l'axe politique? Est-ce qu'on peut commencer par l'axe économique? Il y a énormément de chantiers à mener pour pouvoir les mener tout en parallèle ou les uns après les autres, pour pouvoir faire justement projeter l'avenir de la région à travers la souveraineté très présente des peuples de la région, et à travers les outils politiques et les outils organisationnels qui permettent à cette ambition collective, à ce projet collectif de s'exercer. Merci Othmane pour ton intervention. Merci à vous tous. Donc je vais donner la parole au public pour quelques questions. Mourad, à toi. Est-ce qu'il y a un micro? Je passe mon micro peut-être? Non, c'est bon. Merci Mohamed. Il faut parler. Allô, allô. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça marche. Ça marche? Ça marche, non? Vous m'entendez? Bon. Premièrement, vraiment, je suis comment dirais-je, énormément
satisfait hein, de toutes les interventions. Enfin, pour dire que j'ai vraiment beaucoup appris avec les différentes interventions. Je suis d'origine algérienne et je dis encore une fois, y compris celle de Khaled Darani, m'a aussi appris beaucoup de choses. Donc, pour vous dire que ce type de rencontre est vraiment très intéressant. Deuxième chose, c'est que c'est vrai que toutes les interventions, donc, elles sont concrètes. C'est vraiment des questions concrètes et qui montrent que effectivement nos problèmes sont communs, nos appréhensions sont communes, nos inquiétudes sont communes. Et la dernière intervention, ou les deux dernières interventions qui sont revenues sur la question donc, des risques, des dangers, etc. Encore une fois, donc, je pense que c'est des choses qui sont aujourd'hui qui nous interpellent. Moi, quand j'entendais donc Uthman, et puis je me suis rappelé un peu donc, cette image de citoyens allemands qui sont sortis dans la rue en 89 et qui ont démoli le mur de Berlin. En pleine Europe, c'était des citoyens qui ont démoli le mur de Berlin. Alors que tous les États, donc les grands États du monde, ils étaient contents que ce mur continue donc à séparer donc un peuple. Et je pense que donc l'histoire donc nous apprend beaucoup de choses. Et je pense que plus que pour les Allemands, nous au Maghreb, si on ne détruit pas nous-mêmes ces frontières qui ce sont des frontières artificielles pour toutes les raisons qui ont été donc évoquées par les frères, amis et camarades qui m'ont précédé. Si on ne les détruit pas nous-mêmes, je pense qu'on risque effectivement donc d'aller vers des frontières encore plus difficiles à surmonter. Et c'est pour ça que je me dis, alors, est-ce qu'il n'est pas possible, parce que ce qui vient d'être fait est intéressant, très intéressant, est-ce qu'il n'est pas possible d'instituer dès maintenant, avec toutes les volontés qui viennent de s'exprimer, oui, quelque chose sous forme de table ronde d'historiens, d'intellectuels, de journalistes et de militants donc maghrébins des différents pays qui débattent régulièrement, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois tous les 2 mois, un cadre qui soit un cadre de liaison. Ça peut être un comité de liaison. Ça peut être, je ne sais pas, des tables rondes de liaison entre historiens. Bien sûr, faire débattre les historiens entre eux, parce que c'est important. Tout à l'heure, on a vu la première table ronde avec des gens qui se sont penchés sur les questions de l'histoire. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Et ce qui fait le débat des militants après, il s'est appuyé sur cette connaissance. Donc, faire débattre les historiens, faire débattre les journalistes entre eux. Parce que les journalistes, ils ont aussi un point de vue particulier. Et ils ont une place particulière dans cette période, effectivement, aussi donc, particulière. Et puis, l'objectif, bien sûr, ce qui est urgent, c'est construire des solidarités. Parce qu'on a parlé donc des détenus politiques, donc des solidarités pour les libertés d'expression, pour le respect des droits de l'homme, etc. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire ça, donc ces actions immédiates et urgentes? Et puis, bien entendu, c'est un cadre qui peut être aussi de réflexion, comme le disait donc Fouad Abdelmoumni, sur un projet, bien sûr, qui soit plus ambitieux. Commencer à réfléchir dès maintenant. C'est quoi? Quel Maghreb? Comment? Sur quel projet commun? Parce que si effectivement, durant les luttes pour les indépendances, il y avait des synergies qui ont été énormément, donc qui ont émané donc des différents mouvements de libération, parce que le projet commun, c'était les indépendances. Comment s'en défaire du colonialisme? Et le colonialisme, c'était le même. Et donc c'est vrai que différentes initiatives ont été créées. Il y a eu des unités d'action, il y a eu des aides, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu durant donc les luttes pour les indépendances. Bien au contraire, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est vrai que dès l'indépendance, tout de suite, le repli sur soi,
la construction donc des États nationaux, ce sont autant de frontières, autant de murs qui ont été donc construits pour empêcher donc cette convergence donc des peuples du Maghreb vers donc un avenir commun. Et je pense que les indications très comme ça donc qui ont été données par Fouad tout à l'heure sont très sans comment dirais-je, elles sont perspicaces, c'est-à-dire que des questions concrètes, c'est-à-dire quoi, rien qu'en divisant par deux, il disait, rien qu'en divisant par deux les budgets militaires, on peut augmenter donc de 2 ou de 4 donc les PIB donc des différents pays. C'est juste un exemple, mais peut-être que des gens, des spécialistes du domaine, des économistes, etc., peuvent donner des éléments encore plus bien sûr plus développés, des gens qui connaissent mieux les choses. C'est pour ça que donc je reviens. Est-ce qu'il est possible, la question, est-ce qu'il est possible pour nous là maintenant, de là où on parle, peut-on construire des tables rondes donc de comités de liaison entre historiens, journalistes, économistes, intellectuels et militants donc des différents pays du Maghreb? Et merci. Merci Mourad. Donc la parole à celui qui veut répondre. On prend encore une question, puis on passe aux réponses, d'accord. Oui, سي با غير واحد التدخل وسات. انا بغيت نشكر بعدا السي فؤاد عبد المؤمنين، السي درارني والرفيقه خديجه الرياضي بيان سور، المشاركه ديالهم السي عثمان وجميع الرفاق اللي شاركوا معنا اليوم هنايا. وبغيت مادام لي ريزو سوسيو متبعين بيان سور هاد الحدث هذا، بغيت نتكلم مع الشعب بلغته، لانه لابد باش يكون واحد شويه ديال لا كومونيكاسيون مهمه بزاف. وكاين بزاف الناس اللي ممكن يشوفوا هاد لو لايف ويقدروا يكونوا ما يفهموش بيان سور الفرنسيه، وخصنا نمشيو عندهم بيان سور. الوغ دوكو الشيء اللي تكلم عليه مراد جد مهم، وانا نظن بانه ماشي صعب باش يتحقق انه يكون عندنا بعدا ازاله الحدود على ما هو حقوقي. هذه واحد. ثانيا التواصل لا كومونيكاسيون بيناتنا خصها تبقى دائمه، لانه كاين معارك حقوقيه حقيقيه اللي كاينه لا بالنسبه لينا حنا كمغاربه، لانه كنعانيو من واحد المجموعه ديال المشاكل السياسيه، وكذلك واحد المجموعه ديال الامور اللي كيتعسف فيها النظام علينا حنا كفاعلين سياسيين، كفاعلين حقوقيين، وكذلك كصحفيين اللي معتقلين، وكذلك في الطرف الاخر وفي جميع اطراف هاد اللحمه المغاربيه اللي حنا كنتكلموا عليها. فاول حاجه نتمنى انها تكون، هذا نداء، اول حاجه نتمنى انها تكون، وانه ملي نشوف شي واحد جزائري كيتقاتل مع شي حاجه سميتها نظام يمكن دايلو حقه حقوقيا خصني نتحرك. وملي نشوف عندي عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين وعديد من المعتقلين، وعلى راسهم سي بزاف واحد المجموعه ديال المعتقلين كذلك معتقلين، حقوقيا خصني نتحرك. فإلا ما تحركناش اليوم لإزالة هذه الحدود، فاحنا ما نختلفوش بزاف على الدبلوماسيات ديالنا، غادي نبقاو تقريبا ندورو في نفس لو غون. نتمناو ان تكون المرأة المغاربية دائمة التواصل فيما بينها، الشاب المغاربي خصو كذلك يتواصل فيما بينه، وما نحصروش الامر في اللقاءات السياسيه والحقوقيه، ولكن حتى النقاشات المجتمعيه لابد ان تكون. يمكن ماشي ضروري، وهنا غادي نختم، يمكن ماشي ضروري باش تكون ندوات يعني مجسده في ارض الواقع، ربما تكون ندوات الكترونيه وندوات اللي غير في لي ريزو سوسيو، باش تكون السهوله في التواصل، ما يكونش عندنا بلوس دو بروبليم تكنيك، لانه ملي كتكون غير لقاءات هكا ما كيكونش بزاف ديال المشاكل التقنيه، وتسهل المشاركه على الجميع. ونتمنى انه يكون هذا اللقاء هذا بدايه لاتحاد مغاربي حقيقي، ولكن هذه المره يكون شعبي. شكرا لكم كاملين. ميرسي بوكو. Merci Mohamed. Je voudrais juste rajouter quelque chose avant de donner la parole donc, aux intervenants pour une réponse qui va un peu dans le sens des deux questions qui viennent d'être posées. Donc on l'a vu dans le passé que nos peuples respectifs ont fait face au même problème. Ils se sont entraidés pour se débarrasser du colonialisme. Aujourd'hui, nos peuples font face à un présent commun,
avec des régimes totalitaires, dictatoriaux, qui les répriment ou qui ne respectent pas leurs droits les plus élémentaires. Moi, ma question serait, n'est-il pas aujourd'hui important justement d'œuvrer au renforcement du Hirak en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans toute la partie du Maghreb, pour aider nos peuples à recouvrer donc leur souveraineté, pour pouvoir enfin reprendre leur destin en main et œuvrer justement à la construction de ce Maghreb uni. Et justement, Mourad parlait d'un comité de liaison, de table ronde, historiens, journalistes, militants, qui va œuvrer justement au renforcement de ce hirak et qui va aider à la clarification de la situation et justement aider à la prise de conscience de nos peuples respectifs de l'importance de ce que nous faisons et de l'importance de reprendre leur destin en main et de se libérer de ces régimes dictatoriaux. Donc la parole à qui veut répondre. À vous la parole. Khadija, donc à vous. Merci beaucoup, merci pour les interventions qui m'ont suivi, aussi les questions qui ont été posées ou les interventions qui ont été posées par le public. Je voudrais d'abord vous demander de parler en arabe. Le participant qui a parlé en arabe m'a donné cette occasion. أنا كنفضل فعلا نتكلم بالعربية لأن كنلقى راحتي أكثر في العربية. هنا غنتفاعل مع واحد العدد ديال الأفكار اللي جات في المداخلات المتعددة والغنية جدا فيما يخص يعني السياسي والاقتصادي. احنا في المغرب يعني مقتنعين، هذا يعني تفكير ولا خلاصة للعديد من المحللين الأوضاع السياسية في المغرب، أن العائق الحقيقي لأي ديمقراطية في المغرب ولأي يعني حتى الوحدة المغاربية وأي إمكانية تقدم وأي تنمية، فهو ليس المشاكل الاقتصادية، هو مشكل سياسي. لأن الحكام في المغرب هم حكام طبعا يتسلطون، وهو نظام سلطوي تعسفي ومهيمن ومسيطر، ولكن هو في نفس الوقت متحكم في جميع دواليب الاقتصاد. غير ممكن لأي قوى أن يعني تقدم بدائل اقتصادية أو يعني تقدم إمكانيات للتنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد ريع، اقتصاد تسلط، اقتصاد نهب، واقتصاد استيلاء على جميع ثروات الشعب المغربي. إذن المشكل الأساسي هو أو العائق الأساسي في المغرب هو عائق سياسي، وهذا يعني أظن في مداخلتي تكلمت عن هذا، ربما ينطبق على دول المغرب الكبير كلها، لأنه غياب الديمقراطية هو أكبر عائق. غياب الديمقراطية في مختلف البلدان المغربية هو عائق للوحدة المغربية. وهنا أرجع لقضية الرئيس السابق لتونس الذي جاء في مداخلة فؤاد. أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في المنطقة المغربية وضع مسألة الوحدة المغربية يعني كهدف أساسي وأولي في حملته الرئاسية، وحاول أن يتحرك مغاربيا لكي يقنع الأنظمة الأخرى بهذه الوحدة. وهنا يرتبط يعني بغض النظر يعني على كل الانتقادات التي توجه للرئيس المرزوقي وكل لا أدخل في هذه المسائل، فقط أقول أن بمجرد ما تمكن الشعب من بين الشعوب المغاربية من تقرير مصيري واختيار رئيس بشكل ديمقراطي، هذا الرئيس عبر عن رغبة هذا الشعب وقال أنه أول ما يجب أن نعمل عليه هو أن تكون هناك وحدة مغربية، وقام بمرافعة تجاه البلدان الأخرى، وكان في زيارة كذلك المغرب، وكنت من بين الحاضرين في ذلك اللقاء الذي عقد مع المجتمع المدني. هذا جانب آخر فيما يخص يعني ما هو المطلوب. أكيد أن فضاءات الحوار مهمة جدا، فضاءات النقاش مع مختلف الفاعلين، مختلف يعني العاملين في مختلف المجالات. لكن أظن أن أكبر، وهذا جاء في المداخلة الثانية للحاضرين في القاعة، أكبر عائق لدى النخب المغربية على الأقل بالنسبة للمغرب هو انعزالها على يعني أوسع الجماهير الشعبية. في بعد يعني
سنوات وعقود من القمع وحتى الأخطاء، يعني هذا ربما ليس مجال لنقاشه اليوم، ابتعدت هذه النخب التي تناضل من أجل الديمقراطية ومن أجل حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، ابتعدت عن الجماهير التي تتكلم باسمها وتعبر عن مطامحها، لكن ابتعدت عنها بشكل كبير. واليوم لكي نشكل تلك القوة التي يمكن أن تساهم حتى في خلق موازين قوى جديدة وضرورية لتحرك من أجل المغرب كبير، يتطلب أولا خلق موازين قوى في كل بلد، وهذا يتطلب مراجعة أساليب العمل ومراجعة طرق الاشتغال لكي تكون لهذه القوى قاعدة حقيقية جماهيرية قادرة أن تفرض هذا التغيير. أظن هذه أهم. مسألة أخرى هو فيما يخص يعني التشبيه، وهذا في إطار يعني موقفي السياسي شخصيا، فيما يخص تشبيه يعني حائط برلين بما نطمح إليه اليوم في المغرب الكبير. أظن إذا كان سيأتي بنا أو سنصل بإنهاء الحواجز بين البلدان المغاربية إلى ما وصلت إليه البشرية بعد سقوط جدار برلين من هجوم وتغول النيوليبرالية والهجوم على حقوق الشعوب وإشعال الحروب في كل مكان، فليس هذا هو طموحنا. فيجب أن تسقط الحواجز وتتوحد شعوب المغرب الكبير، لكن في الوئام وفي يعني في التنمية الحقيقية وفي احترام لحقوق الشعوب وحقوق الإنسان والحريات. لم أتكلم في مداخلتي عن الصحفيين، وجاءت في مداخلة فؤاد وأشكر على هذه المسألة، لأن كان المفروض أن يحضر معنا دريس الراضي، وكان ربما كنت سيتكلم عن أوضاع الصحافة والصحفيين، وهي متشابهة بشكل كبير، واختيار التهم الجنسية والتهم الأخلاقية والتهم الحق العام للتغطية ولمحاولة إخفاء الطابع السياسي لهذه المحاكمات أصبحت يعني وسيلة أو طريقة لاشتغال كل الأنظمة الدكتاتورية في منطقتنا. وشكرا. شكرا خديجة. اسكو كلكا وي فؤاد؟ ربما خالد كان باغي ياخذ الكلمه وكان هو قبل مني. لا اوكي تفضل خالد. Merci beaucoup Fouad et merci à ceux qui ont posé des questions. C'est vrai qu'on a parlé d'optimisme et on a parlé de la meilleure manière aujourd'hui de relancer le débat. Un débat entre maghrébins qui, il faut le rappeler, n'existe pas du tout. À part quelques réunions qu'on peut faire, mais de manière générale, ce débat est très rare. Déjà, c'est un débat diabolisé. Vous savez qu'en Algérie, on peut avoir des problèmes quand on discute avec des Marocains. Je ne sais pas si au Maroc, on peut avoir des problèmes quand on discute avec des Algériens. Et ça, c'est la triste réalité. Fouad me le confirme. Donc, on prend des risques. C'est pas grave, c'est bien. La vie est faite de risques. Mais vous êtes l'ennemi, mon ami. Mon cher ennemi, bien sûr. Et donc, c'est vraiment des risques que nous prenons, mais je pense qu'il faut prendre ce genre de risque lorsqu'il faut défendre des convictions, surtout lorsqu'il s'agit au niveau maghrébin. Ratman a raison, s'il faut commencer, il faut décider de commencer par quel volet? Commencer volet politique, économique, culturel, social. Vous avez parlé de l'exemple européen et vous avez parlé de la dimension économique lorsque vous parlez de la construction européenne ou de la construction en Amérique du Nord. Sauf que cette construction économique a commencé après une démocratisation de ces régimes. La construction économique en Europe s'est faite sur les bases d'un chancelier élu démocratiquement en Allemagne, sur une nouvelle classe politique en France, et la même chose pour l'Italie, pour l'Angleterre et pour les autres pays européens, et c'est la même chose pour l'Amérique du Nord, avec le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut en Algérie. Il y a eu l'expérience de l'UMA avec le sommet de Zeralda 88 et le sommet de Marrakech en 89, mais ça a été éphémère. Ça a été éphémère justement parce qu'il y a eu soi-disant un accord pour mettre la question du Sahara de côté et parce que les régimes n'étaient pas assez solides, les régimes n'étaient pas démocratiques pour pouvoir lancer, je pense, les bases d'une véritable coopération économique maghrébine à laquelle nous avons absolument besoin aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, la frontière entre l'Algérie et le Maroc est restée beaucoup plus fermée, couverte, depuis les indépendances des deux pays, 56 pour le Maroc et 62 pour l'Algérie, puisque la frontière est fermée depuis 1994. Vous connaissez l'état de la crise
politique et diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, avec la rupture des relations diplomatiques au mois d'août, avec la visite du ministre israélien de la Défense, les propos qui ont été tenus. Donc aujourd'hui, la situation est grave, la situation est mauvaise. Nous avions même peur à la fin de l'été d'un possible conflit armé. Heureusement que pour l'instant, il reste un peu d'intelligence en l'air pour comprendre qu'il ne peut plus y avoir de guerre entre deux pays amis et deux pays frères. Et je pense qu'en tant que journaliste, en tant que société civile, nous devons participer à ce processus de réconciliation qui n'existe pas aujourd'hui. Ça, c'était juste pour l'intermède algéro-marocaine, et même chose pour la Tunisie. Vous voyez que la situation politique aussi s'aggrave de plus en plus, avec les libertés qui s'amenuisent en Tunisie. Vous l'avez vous-même dit, Khadija Riadi, vous avez moins de facilité aujourd'hui à aller faire des choses en Tunisie. C'est la même chose pour Reporters sans frontières que je représente en Algérie. C'est la même chose pour les organisations non gouvernementales et celles de défense des droits de l'homme. C'est pour ça que le défi, il est là aujourd'hui pour nous, citoyens maghrébins, quelle que soit notre profession, quelles que soient nos origines, c'est d'entamer le débat, commencer à parler, à discuter, à nous voir, à se réunir, à faire des propositions concrètes, comme l'a dit Othman, quels que soient les risques. Merci Khaled. Fouad, vous vouliez prendre la parole. Merci beaucoup. شكرا لجميع المتدخلات والمتدخلين المشاركين. كنت اولا باغي نصحح او نوضح الحريات الخمس اللي كنتكلم عليهم منصف مرزوقي في جوان 2012 اللي هما حريه التنقل، حريه الاقامه، حريه الشغل، حريه الاستثمار وحريه التصويت المحلي. كنت ايضا باغي نتكلم على المنطق اللي كيحرك الامكانيات ديال الفعل من اجل التقارب المغاربي. وكنظن بان اكيد ما غادي يمكن يكون تقارب قوي وعميق وسريع الوتيره ومتعدد الابعاد ومضمون الافق مستدام الا اذا كان مالك القرار السياسي اللي هو السلطات في كافه هذه البلدان هذه مقتنعه ومنخرطه في هذا المشروع وتابعه اراده معبر عنها شعبيا بشكل واسع. واكيد انه الاقناع ديال اوسع الجماهير بخطاب اللي كي ينافي الشوفينيه، اللي كي يتحرر من الصراع ديال تكسير المرآة اللي كنشوفوا فيها وجهنا الاخر، هذا ما غاديش يمشي بسهوله وما غاديش يمشي بسرعه. ولكن كنظن بان علينا اننا نديروا الخطوات الاكثر نجاعه، الاكثر قابليه للبناء، والاكثر ملائمه للشروط الماديه اللي احنا فيها. وكنحيي بشكل قوي الفكره اللي اقترحها المتدخل السي مراد اللي قال نديروا فضاءات مغاربيه للتبادل والتواصل بشكل دوري اللي نبنيو فيها. اكيد ان يمكن يكون خطاب ما بين مثقفين ما بين مناضلين وكذا، ولكن راه يعني الفقر ديال الخطاب التحفيزي والتعبوي من اجل الفكره المغربيه جاي ايضا من الغياب ديال هذه الفضاءات هذه. دونك ما كنبنيوش موازين قوى غير باننا نكونوا كنظاهروا في الشارع، كنبنيوها ايضا باننا نسقلوا الافكار ديالنا، اننا كنمزجوها، اننا كنحدوا فين حنايا متفقين وفين هي الاختلافات ديالنا، وشنو هي الاليات ديال التدبير ديال الاختلافات، وشنو هي الاليات ديال التفعيل ديال الاتفاقات. هذا الشيء كنظن بان فكره ديال تقويه فضاءات التبادل الدوريه، وكنحيي الفكره ديال لقاء شهري، وكنلح مع ذلك على ان من يعني نبداو بالمستعجل، والمستعجل هو التوعيه ديال الجماهير. راه الشباب ديالنا ما عمره ما عاش حرب، ما عمره ما سمع بشي حرب اللي قريبه بالنسبه للاغلبيه الساحقه فيه. اي دونك بالنسبه لهم راه غير هي العقليه ديال راس الدرب، انا غادي نغلب وانا غادي نتحفز، انا اقوى من الجار وكذا. التوعيه بان الحرب هي
يعني دمار شامل للجميع ضروري اننا نبداو بها ونركزوا عليها. وبجانبها كاين يعني التاكيد على القضايا ديال اللي كتوحد الحراكات في المنطقه كامله: الحريه، الكرامه، العداله الاجتماعيه، اللي كيخصهم يكونوا دوريين. واملي ان المبادرين للقاء ديال هذا اليوم يفكروا اما هما او لا يستدعيوا ناس اخرين باش يخلقوا هذه الفضاءات اللي كيمكن فعلا تم فيها المشاركه عن بعد اول اربعاء في الشهر ولا شي حاجه من هذا القبيل، في انتظار اننا ننميو فضاءات اكبر واوسع. اخر فكره اللي باغي نلح عليها هو جميل ومهم ان نلح على الارث التاريخي ديالنا اللي كيسمح لنا بالتقارب ان لم يكن الوحده، ولكن الاساسي هو اننا نجيو من المستقبل. اللي بغى يلقى شنو دار جارو البارح مع الامير عبد الكريم ومع الامير عبد القادر وفي حرب الرمال وفي الصحراء وهذه والاخرى، ما يمكنش تنقص المبررات ديال انك تقول الجار ديالي دار شي حاجه خايبه. اما غادي نقولوا اياه حنا بشر والتاريخ ديال البشريه مليء بالصراعات الدمويه ما بين الجيران، ولكن كيوصل واحد الوقت اللي كينضجوا وكيتعقلوا وكيقولوا حنا غادي نشوفوا للقدام. نو فونون دو لافنير، كيخصنا نجيو من المستقبل. المستقبل ديالنا مشروط باننا نلقاو فضاء اللي نتعاونوا فيه، ماشي نبقاو كنسفوا الجوف ديال الدم ديالنا في الصراع ديال التسابق الحربي، بل ديال التهديد بالحرب. تحياتي واملي اننا نتلاقاو بشكل متواتر وقريب وفي كافه المواضيع اللي كتساعد على تدعيم ديال الفكره المغاربيه والتحفيز على التبني ديالها والتهيئ ديال الشروط ديالها. شكرا. شكرا لك فؤاد على هذه المداخلة الغنية. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait intervenir. Je pense que tout le monde a intervenu. Othman, tu veux? Khadija, vous voulez reprendre la parole? À vous. Il faut activer le micro. Oui. Juste un petit mot s'il vous plaît. لأن أحد الأصدقاء تكلم، المتدخلين تكلم على يعني الحديث على أو دعم التضامن ما بين نشطاء حقوق الإنسان أينما كانوا. أظن أن على مستوى، هذا أتكلم كمدافع على حقوق الإنسان، على مستوى حركة حقوق الإنسان تم التجاوز ديال هاد يعني هاد التقاطب أو بين المغرب يعني الشعب الجزائري والشعب المغربي في هذه المسألة. هناك تضامن، هناك بيانات يعني توضح هذه المسألة. أكيد أنه التضامن إن جامي سوفيزون، دائما خاصنا تضامن أكثر، ولكن ليس هناك أي حواجز في 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 التضامن وفي التعبير عن الإدانة للاعتقالات وللانتهاكات التي تمس المدافعين والشعب الجزائري من طرف الحركة الحقوقية المغربية، وأيضا ما يمس الشعب المغربي من طرف الحركة الحقوقية الجزائرية. أظن أنه بالعكس يمكن أخذ بعين الاعتبار هذه التجربة الحقوقية لتطوير مجالات أخرى للتعاون كالمجال النقابي والمجال النسائي إلى غير ذلك. شكرا. شكرا خديجة. دونك à toi عثمان. شكرا ليندا. تم طرح الكثير من الأفكار والكثير من الاقتراحات. ربما أنا موافق مع وش قال فؤاد، هو أن معركة الوعي، إذا كان يمكن نقولوا معركة، ولكن حنا رانا في السلمية وحنا رانا في le combat n'est pas nécessairement militaire, il est plutôt politique, il est plutôt dans la volonté d'aller de l'avant. هذه معركة الوعي هذه مهمة جدا، لأن الأجيال السابقة كانت فيها فضاءات كانت تتعارف، كانت الحدود مفتوحة، كان الناس يسافروا، كان الناس يتعارفوا، كانت العائلات تتعارف. الآن تم بناء حواجز للتعارف ما بين الشعوب، التعارف ما بين كل الحساسيات تاع المجتمع.
المغربي الجزائري والتونسي، وعلينا الآن أن نهدم هذا الجدار l'ignorance, le jidar la méconnaissance de l'autre. Et notre travail peut-être, le premier, ça serait de reconstruire du lien pour pouvoir réapprendre à se connaître. Nos générations passées se sont connues dans nos pays respectifs, se sont connues en France, se sont connues dans la diaspora du monde entier, et nous devons se réapproprier ce lien-là pour pouvoir, à ce moment-là, construire ensemble un projet d'avenir pour les peuples de notre région. Ce projet-là, je pense que nous devons le construire d'une manière autonome. Malika avait bien précisé que cette conférence était une conférence indépendante, autonome des pouvoirs respectifs. Et nous devons à ce moment-là, nous, société civile, nous, société politique, amener cette construction, ce projet avec du contenu pour que finalement cette question de la construction maghrébine devienne une évidence sur laquelle les pouvoirs respectifs ne pourront pas échapper. Et c'est peut-être ce très très lent travail que nous devons mener ensemble pour que cette bataille de la conscience qui m'agalha Sifouad, cette bataille de la construction d'un projet avec du contenu en commun, que ce soit dans l'aspect économique, dans l'aspect financier, dans l'aspect monétaire, dans l'aspect sociétal, dans l'aspect de l'organisation des différents syndicats, dans l'aspect de l'organisation tout simplement des libertés dans nos pays, dans l'aspect de respect de l'état de droit, puisque nous avons beaucoup évoqué un certain nombre d'aspects politiques, mais peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui dans nos pays, c'est de définir ce qu'est un état de droit, comment le faire respecter, quelle est la justice qui permet de le faire respecter, et comment définir ces règles d'une manière légitime, puisque la définition de la norme et de la règle ne peut arriver que par un pouvoir politique légitime, issu de la souveraineté des peuples. Et donc, tous ces aspects-là de travail pour pouvoir construire un projet commun, nous devons le perpétuer, puisqu'il avait été entamé par nos aïeuls, et que nous devons lui donner maintenant des choses extrêmement concrètes pour qu'il soit rédigé, écrit, et qu'il devienne à ce moment-là une évidence pour tous les citoyens de nos pays respectifs. Et merci beaucoup. Merci Othman, merci à vous tous, Khadija, Khaled, Riyad, Othman. Donc merci à tous. On arrive donc à la fin de cette conférence. Je pense que nous avons été tous d'accord pour continuer ce travail commun. Est-ce que je peux oser dire qu'on peut prévoir peut-être une rencontre d'ici un mois et d'aller vers, d'avancer tous ensemble. Voilà, merci à tous. Donc rendez-vous dans un mois autour d'une autre table ronde sur un autre thème et nous allons tous œuvrer ensemble vers la construction de ce Maghreb uni et surtout vers l'aide à la conscience collective de nos peuples respectifs. Merci à tous et à toutes.